8 marines israéliens capturés sur une île du Golfe Persique contrôlée par l'Iran. Et ce qui vient de se passer là-bas n'est pas une simple capture militaire. C'est un piège stratégique qui redessine complètement les règles du conflit. Restez avec moi, parce que les implications de cette situation affectent directement chaque négociation, chaque décision militaire et chaque calcul diplomatique qui va suivre. Alors voici ce qu'on va comprendre ensemble. D'abord, comment des soldats des opérations spéciales, les plus entraînés de l'armée israélienne, se sont retrouvés aux mains de l'Iran sur une île que le renseignement israélien surveillait depuis des années. Deuxièmement, pourquoi cette capture représente une arme stratégique plus puissante que n'importe quel missile dans l'arsenal iranien. Et troisièmement, comment cette situation transforme complètement chaque option disponible pour Israël, pour l'Iran et pour Washington. Nous allons explorer les trois. Mais avant de comprendre ce qui s'est vraiment passé, vous devez saisir un point fondamental sur la façon dont l'Iran a construit cette situation pendant une décennie entière, en silence, pendant que le renseignement occidental regardait ailleurs. L'île en question occupe une position d'une sensibilité stratégique extraordinaire. Ce n'est pas une installation défensive basique. Depuis 2014, l'Iran fortifie discrètement une chaîne d'îles dans le Golfe Persique. Et je dis discrètement parce que la construction a suivi un schéma délibéré. D'abord, des infrastructures civiles, des installations de pêche, des stations météorologiques, le genre d'activité de surface à faible signature que les analystes de satellites cataloguent et classent sans la signaler comme une menace. Puis, l'infrastructure militaire a suivi. Installations souterraines, nœuds de communication renforcés, batteries de missiles de précision dissimulées sous des caractéristiques du terrain, littéralement enterrés. Il a fallu des années de construction et des années d'observation satellite pour identifier ces actifs comme militaires plutôt que comme formation naturelle. Au moment où le renseignement occidental a révisé son évaluation et compris ce que ces îles représentaient réellement, la construction était terminée. La capacité opérationnelle était pleinement établie. Et cette île précise, celle où 8 marines israéliens sont maintenant détenus, était l'une des plus militarisées de tout le réseau. Elle l'est depuis au moins 4 ans. Le renseignement militaire israélien savait qu'elle était militarisée. Ce que la planification israélienne n'a pas suffisamment pris en compte, c'est la profondeur, la sophistication, le niveau actuel d'activation opérationnelle du dispositif défensif et de surveillance iranien. C'est cet écart entre savoir qu'un actif existe et comprendre pleinement son état opérationnel actuel qui a placé ces 8 marines aux mains de l'Iran. La mission elle-même était classifiée. Reconnaissance, développement de ciblage. L'île abrite une catégorie précise d'infrastructures militaires iraniennes que les planificateurs aériens israéliens ont identifiées comme cible prioritaire pour une éventuelle campagne de frappe. Avant d'autoriser cette campagne, une confirmation au sol était jugée nécessaire. Les images satellites existaient. Elles ont été jugées insuffisantes pour le niveau de précision requis. Un élément de collecte humaine a été chargé de combler cette lacune. Ça avait du sens sur le plan opérationnel, jusqu'à ce que tout s'effondre. Les hypothèses sur lesquelles reposait la planification de la mission étaient fausses, pas partiellement fausses, fondamentalement fausses. Le renseignement israélien croyait que le dispositif de surveillance iranien présentait des lacunes précises de couverture pendant certaines fenêtres horaires. Des lacunes identifiées grâce à des semaines de renseignements d'origine électromagnétique, des corridors d'approche, des fenêtres opérationnelles. Un petit élément des opérations spéciales pourrait s'insérer, collecter des informations et s'extraire sans déclencher la réponse défensive iranienne. Ces hypothèses étaient fausses, et voici la partie qui empêche les vrais professionnels du renseignement de dormir. L'architecture de surveillance iranienne sur cette île était soit beaucoup plus sophistiquée que ne le croyait l'évaluation israélienne, soit avait été délibérément modifiée pour donner l'apparence de lacunes qui étaient en réalité des zones de capture soigneusement construites. Un piège,
conçu pour attirer exactement le type de mission de reconnaissance que la logique opérationnelle israélienne produirait contre cette cible. Si c'est vrai, alors l'Iran disposait de connaissances préalables précises de la méthodologie des opérations spéciales israéliennes. Renseignements exacts sur les priorités de ciblage israéliennes et la patience opérationnelle pour atteindre la mission que sa vulnérabilité construite allait provoquer. Ce niveau de pénétration du renseignement représente un échec du contre-espionnage d'une ampleur que la sécurité militaire israélienne n'a pas connue dans l'ère moderne du conflit. C'est la question que les dirigeants israéliens se posent ce soir avec l'urgence la plus forte et le malaise le plus profond. Mais voici le point que la couverture médiatique a complètement manqué. L'Iran n'a pas besoin de 8 marines israéliens pour la valeur de renseignement qu'ils transportent. Oui, les connaissances opérationnelles que possèdent 8 opérateurs du Shayetet 13 sur la méthodologie des opérations spéciales navales, les priorités de ciblage, les techniques d'insertion, les protocoles de communication, c'est précieux. L'Iran l'exploitera avec rigueur et patience. Mais ce n'est pas la valeur stratégique principale. L'Iran n'a pas besoin de ces 8 soldats pour la valeur propagandiste de leur captivité. Des images de soldats israéliens des opérations spéciales capturés et détenus sur un territoire contrôlé par l'Iran, c'est une opération psychologique d'une puissance considérable. Contre le moral intérieur israélien, contre la perception internationale de l'invincibilité militaire israélienne qui est depuis des décennies un élément fondateur de la dissuasion israélienne. Mais ce n'est pas non plus la valeur stratégique principale. Ce que l'Iran détient réellement avec ses 8 soldats est quelque chose de beaucoup plus conséquent. Un veto sur toute action militaire israélienne contre l'île précise où ses soldats sont détenus. Un veto sur l'infrastructure iranienne plus large dans la chaîne d'îles qu'une campagne de frappe israélienne suivrait logiquement. Et surtout, un veto sur le rythme et la trajectoire d'escalade de tout le conflit. Voilà l'arme réelle, pas les soldats eux-mêmes, mais le levier qu'ils représentent. Toute action militaire israélienne qui mettrait en danger la vie de ces 8 soldats entraîne un coût politique intérieur que le cabinet de guerre israélien ne peut pas considérer comme acceptable, sans conséquences dépassant largement le calcul militaire immédiat. Gilad Shalit était un seul soldat. Il a été détenu pendant 5 ans. La négociation entourant sa libération a absorbé pendant une demi-décennie des ressources diplomatiques et de renseignement israéliennes. Et elle a finalement produit un échange de prisonniers qui a libéré plus de 1000 détenus palestiniens, y compris des individus classés comme présentant des menaces opérationnelles persistantes. Ici, il s'agit de 8 soldats. 8 situations Shalit simultanées, 8 familles, 8 ensembles de liens avec les réseaux politiques, militaires et sociaux israéliens. 8 points de pression simultanément actifs dans l'environnement politique intérieur israélien, à un moment où cet environnement fonctionne déjà aux limites de sa cohésion sous la tension du conflit plus large. Les planificateurs stratégiques iraniens comprennent la politique intérieure israélienne avec une sophistication que les commentateurs américains sous-estiment constamment. Ils comprennent que des gouvernements israéliens peuvent tomber pour un seul soldat. Ils comprennent que l'expression « ramenez-les à la maison » porte dans la société israélienne un poids politique qui surpasse pratiquement toute autre considération lorsqu'elle est activée par de vrais captifs avec de vrais visages et de vraies familles. Maintenant, regardons les options disponibles pour Israël, et c'est là que la situation devient vraiment contrainte. Le cabinet de guerre israélien n'a pas le choix entre de bons choix et de mauvais choix. Il a le choix entre des options militairement insuffisantes et des options stratégiquement catastrophiques. L'option du sauvetage militaire, la mission d'action directe, est la première chose placée sur la table et la première chose que l'analyse opérationnelle honnête en retire. Une mission de sauvetage contre une position militaire iranienne durcie sur une île désormais en alerte maximale n'est pas une option militaire viable.
Cette île se trouve à portée opérationnelle des forces navales et aérospatiales iraniennes qui ont démontré leur capacité à vaincre des dispositifs défensifs beaucoup plus solides que tout ce qu'une force de sauvetage pourrait déployer. C'est un scénario dans lequel la force de sauvetage rejoint les captifs ou ne revient pas du tout. L'option de frappe utilisant la puissance aérienne ou des missiles à longue portée pour créer les conditions d'un sauvetage comporte un problème qui la rend militairement autodestructrice. Toute opération de frappe qui risque de tuer les 8 captifs qu'elle est censée récupérer échoue à son propre objectif avant même que la première arme ne soit lancée. Les Iraniens le comprennent. Le positionnement des captifs au sein de l'architecture défensive de l'île n'est pas accidentel. C'est délibéré. C'est l'expression physique du veto stratégique. L'option de la négociation est celle vers laquelle la pression politique intérieure israélienne finira par pousser le cabinet de guerre. Et c'est celle que l'Iran a conçue dès le départ pour produire cette situation. Une négociation concernant ces 8 marines se déroule selon les conditions fixées par l'Iran, au rythme contrôlé par l'Iran et avec un résultat que l'Iran cherchera à façonner pour en extraire la valeur stratégique maximale possible. Du point de vue de Téhéran, la valeur stratégique maximale ressemble à un échange de prisonniers qui libérerait du personnel militaire et du renseignement iranien actuellement détenu par Israël ou par les forces américaines. Elle ressemble à un cadre de cessez-le-feu qui figerait la situation militaire actuelle selon des conditions reflétant l'équilibre réel des forces plutôt que l'équilibre espéré par la planification israélienne il y a 6 mois. Elle ressemble à un processus de normalisation diplomatique exigeant qu'Israël reconnaisse la présence militaire iranienne sur des îles que la planification israélienne supposait devoir être éventuellement neutralisées. Chacun de ces résultats représente pour l'Iran un gain stratégique qu'aucune frappe de missile n'aurait pu produire. 8 soldats capturés sans une seule perte iranienne ont généré plus de leviers stratégiques qu'un ensemble complet de frappes. Voilà le génie opérationnel de ce que l'Iran a exécuté. Et voilà la réalité opérationnelle que le cabinet de guerre israélien regarde en face ce soir, sans réponse confortable disponible. Cette capture introduit maintenant dans l'architecture diplomatique que Washington tente de construire une variable qui remodèle simultanément chaque dynamique de négociation. Du point de vue américain, la capture crée une urgence que l'environnement politique intérieur américain traduira en pression sur le gouvernement israélien pour poursuivre une récupération négociée plus rapidement que ne le préférerait la doctrine de sécurité israélienne. 8 soldats d'un allié américain détenus par l'Iran, avec le poids visuel et émotionnel que leur captivité généra dans les médias américains une fois qu'elle deviendra pleinement publique, activent des pressions politiques que l'administration ne peut pas gérer au moyen des instruments habituels de gestion de l'Alliance. Les appels téléphoniques des bureaux du Congrès au département d'État ont déjà commencé. Ils s'intensifieront. Et la direction de chacun d'eux sera la même. Faites tout ce qu'il faut pour amener ces soldats à la maison. L'Iran comprend que la pression politique américaine sur Israël pour négocier sert les intérêts stratégiques iraniens. Ce qui s'est passé sur cette île n'est pas principalement un événement militaire. Les dimensions militaires sont réelles et méritent d'être examinées honnêtement. Mais la principale signification réside dans ce que cela révèle de la profondeur stratégique de la planification opérationnelle iranienne et du degré auquel cette planification fonctionne selon une échelle de temps et un niveau de sophistication que l'analyse occidentale a systématiquement échoué à apprécier. L'Iran n'a pas improvisé. Le programme de fortification des îles, qui a créé la position à partir de laquelle cette capture a été exécutée, a pris une décennie à bâtir. L'architecture de surveillance qui a identifié la mission de reconnaissance israélienne et guidé son approche vers la zone de capture désignée a pris des années à développer et à perfectionner. L'exécution de l'arrestation sans échange de tirs, qui aurait produit des pertes et des complications, a démontré un contrôle opérationnel que peu de forces militaires au monde peuvent reproduire. Cette capture est un moment charnière.
Elle rappelle brutalement la complexité et les dangers des opérations spéciales dans des environnements hautement contestés. Elle expose des vulnérabilités dans la sécurité opérationnelle et les évaluations du renseignement israélienne. Elle met en lumière la profondeur stratégique et la patience opérationnelle de la planification militaire iranienne. Le sort de ces 8 soldats sera au centre de l'attention régionale et internationale dans les jours et les semaines à venir. Et les choix faits par les dirigeants israéliens, iraniens et américains auront des conséquences profondes pour l'avenir de la sécurité régionale. Cet événement n'a pas seulement capturé 8 individus, il a capturé l'attention et l'anxiété du monde entier. Il signale que les règles d'engagement dans ce conflit ont été irrévocablement transformées. Les négociations qui vont suivre ne seront pas menées selon les termes qu'Israël aurait choisis. Elles seront menées selon les termes que l'Iran a construits patiemment pendant une décennie. Et c'est cette asymétrie, plus que n'importe quel chiffre de perte, qui redéfinit le conflit ce soir.